Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à la musculation des épaules. Et fait important du jour, Fabrice a désormais le même micro que moi. Nous ne pourrons donc pas faire mieux en son. Salut Fabrice. Salut Rudy. Oui, donc aujourd'hui, je propose une thématique sur la musculation des épaules, un peu dans l'esprit du podcast de la semaine dernière où on avait parlé de la musculation des biceps et comment, bien que ce soit un muscle a priori connu, ça avait évolué dans le temps au fur et à mesure que nos connaissances en anatomie avaient progressé. Et il y a exactement la même chose avec les épaules. Et notamment, si tu te souviens, dans les années 90 ou 2000, il était assez fréquent de trouver des programmes de musculation pour les épaules qui étaient composés quasi exclusivement de développé nuque, où on disait que c'était le meilleur exercice pour développer la largeur de l'épaule et même l'arrière. C'est ce que j'allais dire. Même l'arrière, mais le pire, dans un livre, dans le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier, je me demande même s'il ne dit pas que le développé nuque muscle l'arrière des épaules, on va dire que c'est une coquille. Et il y avait aussi le développé militaire, qui était l'exercice aussi roi pour les épaules. Il y avait le rowing menton, et donc tu trouvais des fois des programmes, c'était développé nuque, développé au-dessus de la tête avec haltère, rowing menton. Et par exemple, sur le site Superphysique, il y a un article consacré au livre Super Squat. Donc c'est un livre qui met en avant le squat en série de 20 pour prendre du muscle. Donc le livre est un peu douteux, avec du recul. Et donc dans le programme de musculation qu'il propose, c'est un programme full body. Et bien le premier exercice, c'est du développé nuque. Donc je vais lister les premiers exercices, je l'ai sous les yeux. Donc ça a fait développé nuque, 3 séries, développé couché, 3 séries, rowing bar, buste penché, 2 séries, curl à la barre, 2 séries, squat, 1 série de 20, etc. Bon, ça n'a ni queue ni tête. Mais en fait, Le programme de merde, quoi. Oh c'est putain. ça. Non mais attends, il y a quand même une logique derrière celle-là. Ah, c'est se C'est blesser le que, plus rapidement possible. c'est que les séries de 20, à la base, au squat, ça venait d'un type qui s'appelle Joseph Curtis Hayes, qui dans les années 30, il avait pris, je sais plus, 15 kilos en 6 semaines, je crois, en faisant du squat en série de 20, et pour le haut du corps, il faisait du développé nuque. Et donc, c'est pour ça que souvent les programmes un peu old school d'inspiration des années 30, ils ont pas mal de développé nuque, parce que c'était un mouvement qui était populaire à l'époque. S'il n'y avait pas de banc à développer couché, donc l'équipe faisait beaucoup d'épaulés jetés dans le style haltérophilique, parce qu'ils étaient souvent haltérophiles, et ils faisaient aussi du développé nuque pour avoir des grosses épaules. Et donc du coup, c'est un peu resté par la suite, même au temps d'Arnold Schwarzenegger, on faisait pas mal de développé nuque. Et par contre, de nos jours, on a compris que le développé nuque, c'était pas forcément la chose à faire. Et donc, voilà pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast. Donc, ce que je te propose, c'est de 3 axes. Donc, comment faire pour être large en musclant ses épaules, comment faire pour être épais en musclant ses épaules, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se blesser les épaules, comme beaucoup de gens qui postent des messages parce qu'ils ont mal aux épaules sur le forum Superphysique. Et on va voir que ce qu'on propose s'éloigne fortement en fait de ce qui était recommandé dans les années 90, 2000 et même avant. Bah, moi Voilà le je plan. me souviens même que pendant un temps, donc là on parle de développé nuque, mais aussi bien toi que moi, on faisait beaucoup de développé militaire debout, et c'était pratiquement le seul exercice qu'on faisait. On croyait même que le développé militaire debout était l'exercice phare pour avoir des épaules, que les élévations, c'était des petits exercices d'isolation, donc ça ne servait pas à grand chose. On disait, voilà, c'est comme les écartés couchés ou le pull over pour les pectoraux, ça sert pas à grand chose, on va se concentrer sur les exercices polyarticulaires. Et donc, je me souviens même de séances que tu avais faites sur le forum sur 10 ou 20 séries de 5 au développé militaire, parce que c'est un de tes points forts, justement, le deltoïde antérieur, qui est fortement sollicité par le développé militaire. Et même moi, quand j'étais gamin, je me souviens, on faisait développé militaire, quoi. Développé militaire, développé militaire. Alors, on faisait pas le développé militaire avant le développé couché, parce on s'était bien sûr rendu compte que si on faisait les épaules avant les pectoraux, la séance de pectoraux passait moins bien. Et comme le développé couché sollicite en général plus de muscles, développe plus de muscles que le développé militaire, on préférait mettre l'accent sur le développé couché.
Mais c'est vrai qu'on a fait des séances de développé militaire, on en a bouffé. C'est un peu comme la semaine dernière quand on parlait des tractions en supination pour les biceps. On en a bouffé et puis ça donnait pas de biceps. Bah là c'est pareil, Ouais, ça donnait du deltoïde antérieur quoi, et puis c'est tout. ben, c'est ça. C'est-à-dire que de la même façon que, que le développé couché était l'exercice 3 pour les pectoraux, on pensait que le développé militaire ou éventuellement nuque était l'exercice 3 pour développer la totalité de l'épaule. Alors du coup, effectivement, on en faisait plein. Moi, j'aimais bien faire 8 séries de 5, par exemple. En plus, c'est un mouvement qui c'est assez sympa parce qu'il y a une grande amplitude de travail. Tu vois, t'es gainé, etc. Tu sens que tu pousses. C'est assez plaisant. Mais dans le but de muscler les épaules, on s'est avéré que c'était pas le meilleur des mouvements, quoi. Bah ouais, bah c'est sûr que ça nous a, ça nous a donné plus d'avant d'épaule, et surtout les jours qui suivaient, on était tout courbaturé de l'avant d'épaule, on était tout raide, et on avait les épaules bien en avant. C'est ça. Et donc, justement, alors si on veut essayer de paraître plus large, comment il faut faire, Rudy? Quelle partie des épaules il faut muscler? Alors fais-nous un rappel anatomique et puis dis-nous quel est l'exercice qu'il faut favoriser. Bon, alors les épaules, très simplement, les deltoïdes sont composés de 3 gros faisceaux, le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur, bien qu'on puisse diviser notamment le faisceau moyen en plusieurs petits faisceaux, mais on va se concentrer là-dessus en disant qu'il y a 3 faisceaux différents. Donc ça, c'est les principaux muscles, les muscles que l'on voit. Il y a d'autres muscles que l'on verra après, qu'on va aborder comment réduire son risque de blessure au niveau des épaules, qui font également partie, pour moi, de l'épaule, des muscles de l'épaule. Et donc, pour prendre de la largeur, ce qu'il faut développer, c'est simple, c'est avant tout le deltoïde moyen. C'est le deltoïde qui, lorsqu'il va se développer, va nous élargir, rajouter des centimètres entre guillemets, hein, parce que tout le monde ne va pas prendre 5 centimètres. Si on prend déjà 1 ou 2 centimètres, voire 3, c'est pas mal, qui va rajouter donc des centimètres en largeur. Il faut également savoir que la largeur, le fait d'être large, il y a une grosse, comment on peut dire, prédisposition osseuse à la base. Plus on a des clavicules longues et plus on va être large de base, plus son ossature va être large. Et malheureusement, on ne peut pas trop jouer là-dessus. C'est ce qui explique que certaines personnes qui ne font même pas de musculation, qui ne travaillent même pas le deltoïde moyen, eh bien en fait, soient plus larges que des personnes qui sont à la base très étroites, donc qui ont des clavicules très courtes et qui ont pourtant des deltoïdes moyens très développés. Donc, pour développer le deltoïde moyen, ce n'est pas du développé militaire qu'il faut faire. Et voilà, et contre toute attente, en fait, il s'avère que le meilleur exercice, c'était celui qu'on ne voulait pas faire au début, c'est les élévations latérales. Et toi, tu l'as parfaitement démontré en faisant des séries longues aux élévations latérales quand tu étais jeune, et ça t'a donné de bonnes épaules. Bah, Alors, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé la muscu, moi j'adorais le développé couché. En plus, j'étais assez doué, j'avais beaucoup d'influx nerveux dessus, je me sentais à l'aise. Et c'est vrai que j'avais surtout des pectoraux et j'avais pas trop d'épaules. Et à l'époque, la théorie voulait que lorsqu'on exerce un muscle jeune et qu'on abuse de répétitions sur ce muscle, à terme, on développait une sorte de potentiel à exploiter. Et donc, de 16 à 18, 19 ans, j'ai fait beaucoup de séries très très longues, de séries de 100 aux élévations latérales et à l'oiseau. Et ça partait en fait du constat que, de toute façon, une fois que j'avais fait les pecs à fond, et comme à l'époque je faisais encore un peu de power, du squat, du soulevé de terre, etc., j'avais plus de force. Donc je faisais les épaules un peu vite fait au début, en fin de séance. Et je me souviens de la première fois que j'ai fait une série de 100 aux élévations latérales. Ça m'avait choqué parce que, je sais pas pour vous, mais je pense que ça va vous concerner aussi, on a rarement, très très rarement, des courbatures au deltoïde moyen. Et là, après, j'avais fait une série de 100 à 4 kg en fin de séance, et le lendemain, j'avais super mal au deltoïde moyen. Quand je levais les bras latéralement, j'avais vraiment très très mal. Et je me suis dit, je tiens peut-être quelque chose. Et c'est vrai que donc pendant quelques années, j'ai vraiment fait que ça pour les épaules. Donc l'oiseau sur banc incliné, je faisais, et des élévations latérales debout avec haltère. Et ça m'a permis petit à petit de développer mes épaules, notamment ensuite quand j'ai repris un entraînement classique, c'est-à-dire un entraînement en série moyenne, avec des cycles de progression, etc. Et d'ailleurs, petite remarque sur le sujet, je pense que une fois que l'on n'est plus vraiment jeune, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé les 25-30 ans, même si ça reste jeune, je pense que il ne faut pas espérer, il ne faut pas rêver
croire que le fait de faire des séries très très longues pendant des années va compenser 25 ans de vie ou 30 ans de vie auparavant. Je pense que vraiment ce qu'on fait quand on est jeune a un réel impact, et j'ai eu la chance, entre guillemets, de le faire quand j'étais jeune, et c'est ce qui m'a permis de développer mes épaules. Sans ça, je pense que ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Mais vraiment, parce que quelques années après, j'ai voulu le faire pour les mollets, donc j'ai pratiquement fait 1 an de série longue, et ça n'a bien évidemment rien donné, quoi. Ouais, bon après, c'est difficile de savoir si ça se compare strictement, mais effectivement. Et donc, voilà, donc le meilleur exercice pour la largeur, comme vous l'avez compris, comme tu l'as dit, c'est donc les élévations latérales. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du rowing menton? Donc ça, c'est l'exercice controversé parce que on pense que ça fait mal. Enfin, il y en a qui disent que ça fait mal aux épaules, que c'est pas naturel pour la coiffe des rotateurs des épaules. D'autres qui disent qu'il faut monter pas trop haut, qu'il faut écarter un peu plus, un peu moins, puis que finalement l'exercice est faisable. Parce qu'à l'époque, en fait, ceux qui se disaient bon, le développé militaire, ça fait trop l'avant, je vais me concentrer sur la largeur, mais les élévations latérales, c'est un exo pour les rigolos, au moins je vais faire du rowing menton. C'était ça la logique. Comme ça, développer nuque et rowing menton. J'aime bien l'exercice pour les rigolos. On avait un autre mot à l'époque, mais avec l'âge, je n'ose plus le dire. Non, mais le problème du rowing menton, c'est le même problème qu'on retrouve en fait aux élévations latérales quand on monte trop haut. C'est qu'à un moment, en fait, on ose tellement l'épaule qu'on peut en arriver, entre guillemets, à coincer un peu le sous-épineux, à vraiment l'irriter. C'est pour ça que, par exemple, en fait, on va hausser les épaules, et c'est là, en fait, que ça devient néfaste. C'est pour ça que, par exemple, que faire des élévations latérales complètes, comme on dit, en montant jusqu'à avoir les bras tendus au-dessus de la tête, c'est une hérésie. Ou du moins, il faut le faire très léger, il faut vraiment pas forcer. C'est vraiment pas un exercice qu'il faut inclure dans sa routine et sur lequel il faut progresser. Et donc, le rowing menton, il y a plusieurs choses qui me sont venues au fil des années à force de réfléchir. D'une part, c'est il faut éviter de monter les coudes, de monter jusqu'à hausser les épaules. Mieux vaut s'arrêter avant, et on se rend compte dans ce cas-là que ça revient à faire des élévations latérales avec des coudes fléchis. En fait, on s'arrête quand le bras est parallèle au sol. Ouais. Donc dans ce cas-là, forcément, il n'y a pas spécialement de risque, c'est comme des élévations latérales. Donc là, le risque est réduit, notamment en prise large. Et par contre, si on veut monter plus haut et par exemple faire de la prise serrée pour essayer de plus développer ses trapèzes, pour développer un physique herculéen, et bien dans ce cas-là, je conseille vraiment de modifier sa technique. C'est-à-dire que à mes élèves à qui je le fais faire, en fait, je leur conseille à chaque fois de tirer avec la barre vraiment en avant du corps et de réaliser une rotation externe, en fait, une fois qu'ils ont dépassé les bras parallèles au sol. Et donc dans ce cas-là, on est sur un exercice qui va plutôt renforcer la rotation externe. On va voir quel muscle ensuite après. Et là, ça peut avoir un intérêt. Mais c'est sûr que ça isole beaucoup moins le faisceau moyen que les élévations latérales. Comme c'est un exercice polyarticulaire, le rowing menton, donc prise large, même si on s'arrête donc à la parallèle au sol, il y a les biceps qui vont intervenir. Il est possible que les trapèzes interviennent également plus facilement, étant donné que la charge est plus lourde et que plus il y a de poids, plus on va avoir tendance à utiliser son ego. Il y a les avant-bras qui sont également mis en jeu. Donc c'est pourquoi, si on a le choix entre le rowing menton ou les actions latérales pour développer ses épaules, du moins le faisceau moyen pour prendre de la largeur, mieux vaut faire des élévations latérales. Après, je tiens à nuancer. L'élévation latérale avec haltère, c'est très très bien quand on débute, jusqu'à un certain niveau. Mais une fois qu'on devient vraiment fort, qu'on utilise des poids qui sont de 12, 14, 16 kg, de manière stricte, je précise, c'est-à-dire avec les bras pratiquement tendus, et non pas en faisant le poulet, dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, je conseille de passer à la poulie et de les faire à un bras pour justement avoir une résistance qui est plus douce et moins traumatisante pour l'articulation des épaules, qui reste l'une des articulations les plus fragiles de notre corps, comme en témoigne, comme tu le disais, le nombre de messages qu'on reçoit de personnes qui ont très mal aux épaules et pour beaucoup qui ne peuvent plus s'entraîner.
Bah d'ailleurs, même Dorian Yates, l'ancien Mister Olympia, dans sa vidéo Blood and Guts, je crois qu'il l'ait fait à la poulie en unilatéral. Sinon, tu as fait une private joke que peut-être les gens n'ont pas compris sur le physique herculéen, donc je vais l'expliquer. En fait, il faut savoir qu'au début des années 2000, pour apprendre les exercices de musculation, il n'y a pas tellement de livres de... Enfin, il y a un livre de référence du moins qui s'impose, c'est celui de Frédéric Delavier, là, le guide des mouvements, le guide des exercices de musculation, le guide des mouvements de musculation, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc là, il en est à sa 5e, 6e édition, peut-être encore plus. Mais à l'époque, c'est la première ou la deuxième. Et donc, on est tous un peu comme des fous en regardant ce livre, qui nous paraît le Saint Graal. Et effectivement, il est très bien fait. Et notamment sur le rowing menton, il dit que c'est un exercice qui va développer un physique herculéen. Et en fait, cette phrase-là, elle nous a tous marqués. Et je me souviens que sur l'île de Pluto, dont on a parlé plein de fois quand on faisait des rencontres, Jérôme, un de nos collègues, avait dit « Ouais, moi je fais du rowing menton parce que je veux un physique herculéen. » Et même moi, j'en ai fait un peu de rowing menton. Et c'est vrai que... j'aimais bien la congestion que ça faisait sur les trapèzes, parce que ça fait, je sais pas comment expliquer, un peu la partie externe du trapèze. Enfin, ça accentue, ça fait ressortir la partie externe du trapèze, et donc ça donne un physique un peu. Après, t'as le cou qui est un peu plus gonflé, t'as les trapèzes qui sont plus gonflés et tout, et c'est vrai que ça fait un physique un peu différent. Voilà. Putain, mais je vois que t'as de la mémoire, hein. J'étais pas sûr que tu te souviennes de cette anecdote. Ok, donc ça c'était pour avoir des épaules larges, donc on voit qu'il n'est pas nécessaire de faire du développé militaire ou du développé nuque, il faut surtout faire plein d'élévations latérales, éventuellement à la poulie. C'est vraiment l'exercice roi pour des épaules larges. Et cette fois-ci, si on veut paraître épais de profil, Rudy, qu'est-ce qu'il faut faire? Du développé nuque. Bah, alors, comme on vient de le voir, il faut développer principalement le faisceau postérieur du deltoïde. En théorie, il faudrait également développer le faisceau antérieur du deltoïde, mais le faisceau antérieur, en fait, c'est c'est le faisceau des épaules qui est le plus travaillé grâce aux exercices de développer pour les pectoraux et qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, à cause de votre morpho-anatomie, bah, en fait, va même prendre l'ascendant sur vos pectoraux, sur le travail de ces derniers. Donc c'est pourquoi on recommande pour la plupart des individus de ne pas travailler le faisceau antérieur qui va se développer tout seul. Alors après, à moins que vous soyez véritablement fait pour les pectoraux et pas du tout pour les épaules, je crois que sur l'article Super Pectoraux de Superphysique, on montre un exemple avec justement Patrice, un ancien membre de la team Superphysique, qui lui était vraiment fait pour les pectoraux et pas du tout pour les épaules. On mettra un lien de l'article en dessous le podcast pour que vous puissiez aller voir la photo. Et lui, effectivement, s'il avait voulu des épaules plus épaisses, il aurait eu intérêt à travailler le faisceau antérieur. Maintenant, ça ne concerne qu'une minorité de la population. Et comme ce faisceau antérieur est très très bien développé par l'exercice de développer, il faut, dans ce cas-là, compenser, parce qu'il faut un certain équilibre entre les différents muscles de part et d'autre des articulations, développer le faisceau postérieur. Et pour ce faire, eh bien, c'est assez simple, il faut réaliser l'exercice de base, entre guillemets, même si ce n'est pas la définition exacte, qui est l'oiseau avec haltère. Donc, on peut l'exécuter de plusieurs façons. En général, je fais débuter mes élèves sur la version sur banc incliné pour éviter de tenir une position inconfortable, c'est-à-dire buste penché à 90 degrés en ayant du mal à respirer. Le but, c'est véritablement d'isoler l'arrière des épaules, et plus on va réduire l'intervention des autres muscles, mieux cela va être. Donc, l'oiseau sur banc incliné avec haltère. Et quand on va devenir, encore une fois, fort, comme aux élévations latérales, on va pouvoir passer sur l'oiseau à un bras, à la poulie basse ou à la poulie haute. Donc à la poulie basse, si on le fait plutôt à genoux, pour justement réduire l'intervention des muscles du gainage, pour simplifier. Ou sinon, à la poulie haute, si on peut se tenir avec la main libre pour se stabiliser et vraiment se concentrer sur le travail de l'arrière d'épaule. Donc pareil, l'exercice ne se fait pas en version poulet, mais pratiquement bras tendus. Concernant un petit point là-dessus, rapide, sur la prise, on voit que certains préfèrent utiliser la prise pronation que la prise neutre. Ça peut se discuter. Après, dans les faits, la prise neutre, c'est-à-dire la prise habituellement utilisée, va mieux recruter le faisceau postérieur dans son ensemble que la prise pronation.
Je Ouais, crois que et justement, moi, en prise de pronation, je suis beaucoup moins fort. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, donc j'insiste pas, mais ça me paraît beaucoup plus difficile. Je sais pas si c'est pareil pour toi aussi. non, ça fait longtemps que j'ai pas testé, en tout cas de vraiment forcer sur les épaules, donc j'ai pas trop le souvenir de ça. Après, il y avait des exercices qu'on a pas mal recommandés sur Superphysique à un moment, notamment les rowing coude ouvert, que ce soit à la poulie ou avec la barre ou même sur le rowing planche. Donc ça peut être de bons exercices, mais encore une fois, en fonction de votre morphoanatomie, euh, ça peut ne pas bien travailler votre arrière d'épaule et c'est pourquoi, pour la majorité, on vous recommande véritablement de l'isoler avec l'exercice d'oiseau. Voilà, mais c'est vrai que c'est un muscle qui est tout, enfin, c'est une partie de l'épaule qui est tout petite et elle est pas facile à sentir et à travailler. Donc, tu as parlé de 3 versions de l'oiseau, je vais quand même les redire pour que ce soit bien clair. Donc, il y a la version où on est allongé sur un banc incliné, on va dire à 45 degrés ou un peu moins. Toi, tu penses qu'à 45 degrés, on travaille suffisamment l'arrière d'épaule? Parce que des fois, on peut lire que le stress commence à se déporter sur la partie médiane et que déjà l'arrière d'épaule travaille beaucoup moins quand tu es Ouais, incliné à 45 degrés. en général, je mets plutôt autour de 30 degrés, mais ça dépend de la longueur de vos bras. Si vous touchez tout de suite le sol, C'est ça va être ça. compliqué, mais effectivement, autour de 30 degrés, ce serait un peu mieux. Mais voilà, si vous avez des bras de singe, ça sent le roussi, quoi. Il y a la version buste penché, donc qui est un peu plus athlétique, où là, on peut contrôler l'inclinaison. Il suffit enfin, c'est la manière dont on va penser le buste. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir tendance à tricher sur la fin, et puis bon, comme le bas du dos est dans une position précaire, c'est toujours un peu chaud. Et après, il y a une version qu'on voit moins souvent, qui est un peu bizarre. En fait, donc tu t'assieds au bout d'un banc, tu te penches sur tes cuisses, tu te recroquevilles, et puis là, tu fais l'oiseau. Donc là, c'est relativement sécure pour ton bas du dos. Par contre, la position est un peu bizarre. Mais pourtant, à l'époque d'Arnold Schwarzenegger ou d'autres, de temps en temps, on les voit en photo dans les livres en train de faire cet exercice. Je sais pas si tu as déjà testé cette Ouais, version. ouais, bah moi j'aime pas trop. C'est pas une position où je me sens confortable en fait pour pouvoir forcer. Donc c'est pas quelque chose que je recommande particulièrement. Mais c'est vrai qu'à l'époque d'Arnold, en tout cas, on a vu beaucoup de photos des old-timers et après qui faisaient cet exercice comme ça. Donc, Oui. mais Et donc, en général, de toute façon, avec l'oiseau sur banc incliné, on peut normalement déjà arriver à bien développer son arrière d'épaule. Et après, si on a accès à une poulie, bah là c'est bonus. hmm. Et donc du coup, je vais revenir sur le développé militaire et le développé nuque. En fait, les deux problèmes de ces exercices, on les a évoqués. C'est qu'en réalité, c'est pas des exercices complets pour l'épaule et ils vont travailler surtout le faisceau antérieur, un peu le faisceau médian, spécialement en coude ouvert, ce qui est le cas au développé nuque, et pas du tout en fait l'arrière de l'épaule. Et les études EMG, je sais jamais comment, électro, Électromyographe, normalement. voilà, qui sont pas parfaites, hein, mais qui essayent d'analyser le recrutement musculaire en mettant des électrodes sur les muscles alors que la personne réalise un exercice. Des fois, elles donnent des résultats un peu bizarres en montrant que le kickback avec halter est un exercice qui travaille les 3 faisceaux du triceps, mais montre qu'en fait, effectivement, il n'y a quasiment aucune activation de l'arrière d'épaule quand on fait du développé militaire ou du développé nuque. Et donc, ce sont des exercices qui travaillent l'épaule de manière complètement incomplète. Et comme l'a dit Rudy, si déjà vous avez le devant de l'épaule en point fort, faire ces exercices fera qu'en fait, vous prendrez entre guillemets de moins en moins de pectoraux parce qu'ensuite, pendant votre séance pectorale, vous sentirez encore moins les pectoraux parce que ce sont vos épaules qui vont continuer à prendre l'ascendant parce que vous les aurez trop travaillés par ailleurs. Donc du coup, c'est vraiment pas une bonne idée Ouais, en ouais, fait de faire ces c'est pas une bonne exercices. idée, et surtout ça va contribuer, comme on va le voir juste après, à prédisposer à se blesser. Un petit mot sur le MG, comme tu en as parlé un petit peu. Le MG, le problème, c'est que chaque individu, et on en a souvent parlé, en fonction de sa morphoanatomie, et on en a parlé très bien en plus dans le précédent podcast sur les biceps, où tu avais des sensations un peu particulières sur le cœur incliné, mais en fait, c'est que le MG, car le travail des différents muscles mis en jeu dans un exercice, dépend véritablement de chacun. Donc, de la longueur de ses segments osseux, de la longueur des différents muscles, de ces différents muscles. Chaque personne n'a pas la même longueur de muscle, de ses antécédents, de son hérédité, etc. Et c'est pourquoi l'EMG
ne donne qu'une tendance générale et non pas une tendance personnalisable. Alors là, pour le développé nuque et le développé militaire, là, il n'y a aucun doute que ça ne fait pas l'arrière d'épaule. Il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment qui a des insertions un peu particulières et ça peut le faire, mais je demande à voir. Mais dans la plupart des cas, l'EMG n'est qu'une tendance générale et c'est pourquoi ça ne sert pas à grand chose au final de s'y intéresser. Nos repères de sensations après un exercice sont bien meilleurs juges que n'importe quelle mesure qu'on prendrait sur d'autres individus. Ok. Alors du coup maintenant on va passer à la dernière partie, à savoir comment faire pour éviter les blessures à l'épaule qui sont super nombreuses en musculation. Je crois que ça doit être l'endroit où il y a le plus de blessures et après ça peut conduire à un arrêt total de la muscu. Et justement là on a beaucoup progressé sur le sujet avec la mise en exergue des petits muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule dont tu vas parler. Et ça, pour le coup, c'était complètement absent dans les années 70-80 ou peut-être même 90. Je sais pas à partir de quand ça apparaît dans le discours. Mais par exemple, si on prend l'encyclopédie du bodybuilding d'Arnold Schwarzenegger, donc qui doit dater des années 80, il n'est même pas fait mention de la coiffe des rotateurs, quoi. Ça n'existe même pas. Non, Donc, mais c'est vrai qu'on a mis un certain temps à s'y intéresser. Et c'est quand les personnes ont commencé à avoir mal aux épaules qu'on s'est dit bah c'est bizarre et tout, ils ont des épaules un peu instables, car ça ne va pas quoi. Et progressivement surtout, bah, je pense que avec la démocratisation d'internet et le fait que de plus en plus de personnes en parlent, on a commencé à s'y intéresser. Donc les principaux muscles de la coiffe des rotateurs que vous connaissez peut-être, ce sont le supra-épineux, également appelé le sus-épineux. Donc ça c'est un muscle qui, comme on en a parlé tout à l'heure au rowing menton, lorsqu'on fait du rowing menton en montant exagérément les coudes, en haussant les épaules, bah, on peut vite se l'user, vite se le déchirer. Les déchirures au sous-épineux sont assez courantes, hein, malheureusement. Ça commence par des micro-fissures et puis ça finit par un arrachement complet. Et donc quand on a un arrachement complet du sous-épineux, bon bah, élever l'épaule latéralement, ça devient très compliqué. Il y a l'infra-épineux également, dit le sous-épineux, donc qui est le principal muscle que l'on va travailler lorsqu'on va essayer de travailler la rotation externe, donc quand on va pratiquer des L-fly, donc c'est pratiquement le plus gros muscle. Je suis plus très sûr par rapport au sous-scapulaire, il faudrait que je regarde mes notes, mais c'est un muscle qui est assez gros dans le dos chez certains individus, donc on le voit par exemple quand on est de dos en position relâchée ou qu'on fait un double biceps de dos, c'est une petite bosse qui va être entre l'arrière d'épaule et le trapèze moyen. Donc chez certaines personnes il est assez gros. Au naturel, quand on ne prend pas de produits dopants, c'est rare qu'il soit très gros, parce que c'est l'un des muscles qui se développe pratiquement tout seul lorsque l'on prend des stéroïdes anabolisants. C'est pourquoi on voit énormément de bodybuilders professionnels qui ont un infra-épineux énorme et qui, lorsqu'on regarde leur DVD, ne savent même pas qu'il existe. Ne le travaillent même pas. Donc c'est le principal muscle qu'il va falloir travailler pour éviter les douleurs aux épaules. Donc après il y a le sous-scapulaire. Il y a parfois, selon certains livres, le tendon du long biceps qui est mis dans la coiffe des rotateurs parce que lorsqu'il est irrité, il va déstabiliser un peu l'épaule. Je me souviens quand j'avais eu mal au tendon du long biceps, je crois que c'était en 2012, et ben ça déstabilise l'épaule quand il est irrité. Donc certains le comptent dessus. Quand on a une rupture du tendon du long biceps, on déguste aussi. Et je crois qu'il y en a encore un autre, mais je l'ai. T'as oublié le petit rond. Et voilà le petit rond. Bah voilà Fabrice, heureusement que tu es là. Et le petit rond qui parfois est visible, mais pas chez tout le monde. Parfois il a fusionné un peu avec le grand rond, donc on ne le voit pas. Mais effectivement, donc c'est tous ces petits muscles là que avant on n'imaginait même pas, ou on ne s'y était même pas intéressé, qui vont permettre, lorsque l'on a les épaules saines, en les renforçant, de les garder saines. Lorsqu'on a les épaules abîmées, là par contre, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi on a mal aux épaules, qu'est-ce qui est touché, pour trouver les solutions. Et donc, voilà, parce qu'en fait, c'est des petits muscles qui accompagnent l'épaule dans tous ses mouvements, en fait. On peut dire ça. bah ouais, en fait, on peut même dire que la plupart des ouvrages d'anatomie parlent de ligaments actifs, en fait, en parlant de ces muscles de la coiffe des rotateurs. Donc on a des ligaments qui ne bougent pas, en quelque sorte, qui sont là. Et la coiffe des rotateurs, les muscles en tout cas, sont décrits comme des ligaments actifs qu'on va pouvoir renforcer. C'est ce qui va assurer la stabilisation de l'épaule, sachant que l'articulation de l'épaule
a une amplitude de mouvement assez énorme qu'on ne retrouve sur aucune autre articulation. Et donc ça nous a amené progressivement à inclure ce qu'on appelle des L-fly, autrement dit un travail de la rotation externe des épaules, notamment en échauffement. L'article échauffement de Superphysique, c'est un des premiers exercices qu'on vous conseille de faire, mais également de travailler ce mouvement en plus dans vos entraînements et de progresser dessus. C'est véritablement très très important si vous souhaitez ne pas vous blesser. On a également vu apparaître, donc là c'est un peu plus compliqué à décrire, c'est ce que j'avais mis dans ma formation super épaule, des étirements pour le sus-épineux. On a accordé beaucoup plus d'importance également à tout ce qui est mobilité d'épaule, aux étirements des muscles qui sont rotateurs internes, parce qu'on a compris également, tout à l'heure on parlait du déséquilibre entre le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur, mais ça concerne également en fait un déséquilibre entre la face antérieure du corps, du haut du corps, et la face postérieure du haut du corps. Et donc lorsque l'on est toujours en rotation interne des épaules, forcément on n'a plus de possibilité de se mettre en rotation externe et les risques de blessure sont fortement accentués. C'est pourquoi on a également vu de plus en plus d'étirements, on en avait parlé dans un podcast d'ailleurs, du fait que le développé nuque pratiqué de manière légère pouvait notamment faire du bien en tant qu'étirement actif. Mais tout ça pour y revenir au fait que il faut faire, et c'est pratiquement obligatoire aujourd'hui, si vous souhaitez durer en musculation, faire l'exercice phare, entre guillemets, que sont les L-fly. Alors, je conseille de le faire à la poulie ou avec un petit élastique plutôt qu'avec haltère. Le pire de ce que je vois, ce sont les rotations externes debout avec haltère. Ça ne sert absolument à rien. Je dirais vraiment, c'est vraiment le truc à éviter. Si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est mauvais signe. Vous le conseillez. Au pire, on peut le faire allongé latéralement sur un banc avec un haltère. Mais étant donné que ce sont des muscles qui sont souvent traumatisés, légèrement abîmés, mieux vaut que la résistance soit assez douce. Et c'est pourquoi je vous recommande donc l'utilisation de la poulie. Auquel cas, on peut faire donc des L-fly assis au sol, si votre poulie ne se règle pas en hauteur, ou debout si elle se règle en hauteur. On peut également faire... J'ai perdu mon fil. On peut également faire des rotations externes debout à la poulie. Donc, pareil, tous ces exercices-là, on vous mettra des liens dans la description de toute façon du podcast pour que vous les retrouviez plus facilement, parce qu'ils sont en vidéo sur Superphysique. Mais en tout cas, si vous pouvez éviter de renforcer ses muscles avec haltère, c'est toujours mieux. Si vous vous demandez quel élastique utiliser si vous n'avez pas de poulie que vous entraînez chez vous, un élastique XS sera déjà très très bien pour commencer. Parfois j'en vois faire avec des élastiques S, autant dire que c'est pas très joli à regarder. C'est vraiment des exercices où il faut s'appliquer. Là ça prend vraiment tout son sens, il faut vraiment pas tricher. Parce que dès qu'on fait un exercice pour le haut du corps, où on met lourd, on va traumatiser ces muscles-là, traumatiser les tendons. D'ailleurs, un bon signe pour savoir si votre coiffe des rotateurs est abîmée, c'est lorsque vous faites des L-fly, donc à la poulie par exemple, si ça brûle à l'intérieur de votre épaule, c'est mauvais signe. C'est que vous êtes un peu atteint, donc il va falloir vraiment prendre soin de vos épaules. Si par contre ça brûle bien, par exemple des L-fly, l'infraépineux dans le dos, c'est que tout va bien, c'est plutôt bon signe. Alors, justement, puisqu'on est dans le podcast, je te demandais ton avis directement. Il y a deux manières de faire de la rotation externe. Donc, il y a le L-fly tel que tu l'as expliqué, quand le coude est proche des flancs. Donc, on dit que c'est le mouvement de l'autostoppeur parce que ça rappelle un peu ce qu'on faisait quand on faisait du stop avec le bras qui part un peu de côté. Mais on peut aussi faire une rotation externe avec cette fois-ci le coude placé en hauteur au niveau de l'épaule et en appui sur un banc incliné. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est ce que j'ai appelé rotation externe debout tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Et donc toi, est-ce que ça travaille l'infraépineux également ou est-ce qu'il y a une différence sur le recrutement dans la coiffe des rotateurs ? C'est une bonne question, c'est vrai que j'avais pas réfléchi. C'est sûr que ça travaille également l'infraépineux. Après, ce qui se passe quand on fait des L-fly, c'est qu'on sent également un bout du faisceau postérieur du deltoïde se contracter. Donc je sais pas si tu l'as déjà senti, on sent que... Oui, tout à fait, on sent que... Alors que quand on fait des rotations externes debout, là on le sent pas. Là c'est vrai qu'on sent que on sent pas que ça se passe. Après,
Là, de tête, j'ai plus assez l'anatomie en tête, la vision de tous les muscles avec les insertions pour voir ce que ça changerait exactement à part ça. Mais ça reste effectivement un bon exercice de renforcement également. Moi, je vois en tout cas qu'un des freins, par exemple, au développement du dos, euh, lors des exercices de traction ou de rowing ou de tirage à la poulie, c'est justement ce manque de rotation externe. Lorsqu'on ne peut pas se mettre en rotation externe, on ne peut pas bien, sauf si on a la morpho-anatomie pour, etc., qu'on a une exception, on ne peut pas bien travailler son dos. Et donc c'est pourquoi, là, la rotation externe debout, c'est un très très bon exercice pour justement permettre à terme de garder les coudes ouverts lorsqu'on fait des tirages hauts pour développer le faisceau externe du grand dorsal qui donne ce qu'on appelle la largeur du dos, entre guillemets. Oui, et c'est là qu'il y a un petit paradoxe en fait, c'est que les vieux culturistes, Arnold Schwarzenegger et compagnie, comme je les cite toujours, donc eux faisaient beaucoup de développé nuque, et même s'il y avait un côté risqué à ça, en même temps, on a l'impression que ça les protégeait un peu parce qu'ils faisaient pas deadfly et compagnie, ils n'avaient même pas conscience, donc comme on l'a expliqué, de ce qu'était la coiffe des rotateurs. Mais à force de faire du développé nuque ou des écartés couchés ou des exercices qui mélangeaient à la fois la musculation et puis on va dire une forme d'assouplissement musculaire, on a l'impression que ça les préservait quand même un peu des blessures. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis assez d'accord. Le fait de se mobiliser dans tous les sens et surtout de manière contrôlée, ça fait office en fait d'étirement actif. Et tant qu'on ne force pas dessus comme un bourrin, qu'on adopte une technique, comment on pourrait dire, une technique bien pourrie, bah là je pense que ça fait du bien. Effectivement, moi développer nuque par exemple, j'en fais de manière très légère pour m'assouplir après les pectoraux. Mais c'est pas un exercice où je vais forcer comme un veau, où je vais faire des répétitions très très lentes, où je vais véritablement aller à l'échec. C'est plus un exercice que je vais faire en prévention pour justement me garder une bonne mobilité. C'est comme faire du squat. On l'a souvent dit, le squat c'est dangereux, faites très attention, vous allez vous faire mal au dos à terme si vous forcez dessus. Si vous ne forcez pas et que vous le faites dans une optique de mobilité, vous le faites, je sais pas, à 80 kilos, et que vous en avez la force bien évidemment, bah il y a très peu de chances que vous vous fassiez très mal avec 80 kilos. Mais par contre, si vous le faites bien jusqu'en bas, etc., ça va vous permettre de garder une bonne mobilité du bas du corps. C'est toujours pareil. Ça devient dangereux à partir du moment où on force, et je dirais même qu'à partir du moment où on force, c'est là qu'on se rend compte des déséquilibres qu'on a, et c'est là qu'on s'aperçoit des problèmes voilà, que l'on a et qu'il faut commencer à travailler dessus. Alors, par chance, certains n'ont aucun problème, sont nickel, et pour la plupart d'entre nous, et vous qui nous écoutez sans doute, on se rend compte qu'on est complètement tordu et qu'on est plein de problèmes et qu'on a pas mal de travail correctif à faire avant de pouvoir charger, ou plutôt de changer d'exercice et de garder ces exercices dangereux à côté pour la mobilité. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur personnel et de smartphone, donc ils n'étaient pas toute la journée la tête penchée et les épaules rentrées. Ah oui, c'est sûr aussi. Hein. C'est sûr que maintenant, notre mode de vie fait que les blessures aux épaules sont faciles à avoir. Hein. T'es toute la journée assis sur ton ordi, tu t'étires jamais, tu te mobilises pas, etc. Ben écoute, c'est sûr que tu vas finir très raide. Il y a Alors, un... est-ce que... Oui. Oui, vas-y, Faris. Est-ce que tu as entendu parler sinon de l'accessoire qui s'appelait le shoulder horn? Ça me Tu parle. vois ce que c'est? Je suis plus T'as très oublié? sûr. Ouais. Ah, en fait, c'est justement quelque chose qui te permet de faire des rotations externes avec halter, coude levé. En fait, c'est un accessoire que tu peux trouver sur internet. En gros, C'est c'est bon, je l'ai trouvé. une espèce de tige que tu mets derrière ta nuque et après tu peux placer tes coudes également dessus. Et ensuite, tu peux faire une rotation externe avec les haltères. Et en fait, cet accessoire-là, c'est un des premiers qui a été vendu dans le but de prévenir et guérir les problèmes de coiffe des rotateurs. Mais il n'est pas vendu en France, c'est un peu compliqué Non, pour non, mais l'avoir. là, je vois le schéma, c'est intéressant, mais encore une fois, le faire avec des haltères perd pour moi son sens, parce que la résistance, à un moment, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faudrait le faire à la poulie, en fait. Mhm. Mais effectivement, c'est un bon accessoire, c'est comme le... Comment on appelle le truc pour le curl, là, l'accessoire. L'arme blaster, mais non, Voilà, ça n'a l'arm rien à blaster. voir. C'est un peu comme ça évite de tricher, et surtout sur un exercice comme ça de rotation externe, bah, c'est hyper important d'être assez strict. Hein. Ouais, mais Donc... l'arme blaster, c'est tout nul. Ça Oui, se ça compare c'est pas. nul, c'est nul. C'est nul, ça tire sur le cou, etc. Mais si tu mets léger, ça va. C'est toujours pareil, c'est quand tu forces que tu vois les problèmes.
Ok, alors puisqu'on a fait le tour, je vais résumer pour tout le monde. Donc celui qui veut développer sa largeur d'épaule, il a plutôt intérêt à faire des élévations latérales que des développés militaires ou des développés nuques. Celui qui veut développer l'épaisseur, comme la partie avant des épaules, elle est déjà largement travaillée dans les mouvements de développé couché et incliné, il faut surtout qu'il mette l'accent sur l'arrière en faisant l'oiseau à 45 degrés ou, s'il aime bien, au bout d'un banc, recroquevillé sur lui-même. Et dans tous les cas, pour la bonne santé des épaules, il faut faire des L-fly pour renforcer Épineux. l'infra-épineux, de son autre nom Le sous-épineux. sous-épineux, parce que pour compliquer les choses, ils ont à chaque fois deux noms. Et aussi assouplir le grand pectoral qui a tendance à tirer les épaules vers l'avant. Voilà, grand pectoral, grand dorsal, petit pectoral, tous les muscles en fait qui sont rotateurs internes de l'épaule et qui sont malheureusement souvent plus travaillés que les muscles rotateurs externes qui eux sont en plus plus petits, plus faibles et donc sur lesquels il faut vraiment accentuer le travail. Moi j'ai une dernière question au final que peut-être beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on fait au final des développés pour les épaules? Avec haltère, tu veux dire? Oui, avec halter ou même avec barre, est-ce que finalement ça a sa place dans l'entraînement ou pas du tout? Ah bah moi je te donne mon avis si tu veux. Oui, bah voilà. Alors ouais, moi je dirais que pour les débutants et les intermédiaires, en fait, faut pas le faire. En fait, il faut rester sur des élévations latérales et l'oiseau. Et à partir du niveau confirmé, éventuellement, on peut ajouter des développés au-dessus de la tête avec haltère. Et même, je les mettrais en fin de séance, après les élévations latérales et après l'oiseau, pour pas charger trop. Voilà. Ouais, bah ça ressemble à mon avis, sauf que moi je définis le niveau en fait intermédiaire, pas le niveau silver du club, qui pour toi est peut-être un niveau confirmé, je sais pas, Ouais. mais c'est vrai que moi en général mes élèves, je leur fais faire développer avec halter ou un développé pour les épaules, donc après ces deux exercices qu'on vient de citer, et à partir environ du niveau silver du club super physique. Donc, D'accord, bon, on était pareil en fait. ouais, bah, je savais qu'on était d'accord. Et par contre, là où on va peut-être avoir une différence, c'est que toi, je crois que tu préfères la version développé incliné à 80 degrés. En fait, tu fais plutôt comme ça, ton développé au-dessus de la tête, alors que moi, je pense qu'il faut être strictement vertical, parce que sinon, vraiment, on sollicite trop le devant de l'épaule. Ah, bah le Donc, problème je le ferais plutôt assis, c'est moi. plus le dos en fait, c'est que lorsque tu es par exemple à 90 degrés, bah forcément tu es obligé d'être plus concentré sur ton gainage, d'être vraiment gainé à fond, alors que quand tu es à 80 degrés, tu soulages un peu le bas du dos et bah forcément ouais, tu utilises un peu plus l'avant des épaules, un peu plus le haut des pectoraux, donc tu mets un peu plus lourd effectivement au détriment du travail du faisceau moyen. Hmm. Ah oui, et j'ai encore un follow-up. Bon, bah, le podcast va être désorganisé vu qu'on avait conclu. Mais alors, de plus en plus, dans les salles de musculation, je vois des gens faire des élévations frontales. Donc déjà un exo que nous, on pratiquait pas du tout, parce qu'on avait compris que vraiment là, c'était Là les on touche pros. le fond. Là, on touche le fond. Et ils font des élévations frontales en supination. Et en fait, mais vraiment, hein, il y en a Bah, plein qui font cet exercice-là. j'en ai vu Fabrice, je vois. Oui, et en fait, alors j'ai l'impression, parce qu'ils le font pas strictement sur un axe vertical, ils le font, je sais pas comment dire, un peu Oui, un semi-écarté. peu latéralement en rentrant. Voilà, et en fait, je pense qu'ils font ça pour développer le haut des pectoraux. Alors, je me demandais ce que tu en pensais. Ah mais là le pourri. Bah, je pense que lorsque l'on n'est pas fait pour le haut des pectoraux, qu'il ne se développe pas par la pratique de développer incliné, pas trop incliné, autour de 15 à 30 degrés, que ça veut dire qu'on a un ascendant épaule du deltoïde antérieur par rapport au haut des pectoraux, je pense que quoi qu'on fasse, c'est foutu d'avance. Et Et, ça risque même d'accentuer le et problème, en ben fait. voilà, c'est qu'en faisant des élévations frontales, peu importe comment, alors certains vont me dire oui mais moi je sens bien le haut des pectoraux en le faisant doucement, en m'appliquant sur contraction, etc. Ok, mais quand vous allez forcer, parce que pour progresser à un moment il faut forcer, qu'est-ce qui va faire la majeure partie du travail? Eh bien votre point fort et donc votre avant d'épaule. C'est aussi simple que ça, donc effectivement c'est un exercice qui est assez inutile, mais aujourd'hui, comme beaucoup de youtubeurs, de spécialistes nous parlent de sensations, de contraction, d'accentuation de contraction, etc. Effectivement, beaucoup de personnes sont perdues et se disent ah bah tiens, on m'a dit que si je m'appliquais sur la sensation et la contraction, ça allait venir.
Bah ouais, bien sûr. C'était aussi simple que ça. Moi là, je suis en train de faire le podcast. Je monte sur la pointe des pieds sans arrêt. Je pense à mes mollets, ils vont se développer. Bien sûr que non. Voilà. Donc effectivement, j'ai déjà vu cet exercice-là. Et c'est vrai que bah, c'est triste en fait de voir que euh, le milieu de la musculation n'évolue pas comme il devrait et qu'on en est encore à voir des conseils comme ça qui sont ensuite utilisés en salle de musculation, qui sont finalement une perte de temps, qui vont accentuer les risques de blessures aux épaules et qui ne vont pas dans le bon sens, dans le fait d'agir en connaissance de cause, ce qui est un peu notre Voilà. Et ben mantra. il faut espérer qu'avec ce podcast, on voit moins de gens faire des élévations frontales en supination, mais plus de gens faire des Hellfly à la poulie. Voilà. Oui, bah, Et le monde des épaules ce se serait bien, portera mais mieux. je pense que notre portée est limitée. Mais en tout cas, notre portée, pour finir, dépend de vous. Et effectivement, j'ai regardé avant le podcast. J'aime bien regarder chaque semaine avant qu'on fasse celui-ci. Vous étiez 184 à avoir laissé un commentaire de 5 étoiles directement sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes. On a tapé Superphysique Podcast. Donc, on va pas s'arrêter à 184, on va bien arriver à 200 commentaires quand même. Donc je compte sur vous, si vous n'avez pas encore fait. Si vous souhaitez aider toutes ces personnes qui font des élévations frontales en supination et qui vont bientôt se blesser, qui vont nous coûter très cher, qui vont nous faire augmenter nos cotisations à la sécurité sociale. Je vous invite à laisser un petit commentaire sur ce podcast, ça prend moins de 2 à 3 minutes, et de partager ce podcast aux personnes, par exemple, qui ont mal aux épaules ou qui souhaiteraient mieux développer leurs épaules, qui voudraient agir en connaissance de cause. C'est véritablement ce qui nous aide le plus, ce qui nous encourage le plus à continuer ce podcast, à prendre le temps de divaguer dans tous les sens avec nos anecdotes de vieux que vous adorez tous. Donc merci d'avance à ceux qui prendront le temps de faire ça. J'en profite pour vous dire qu'on vous laisse encore une fois des liens pour aller plus loin par rapport au podcast, donc notamment l'article Super Pector dont on a parlé. Je mettrai un lien vers l'article Super Épaule également de Super Physique. On mettra également d'autres liens en rapport avec le podcast. Il faut qu'on se parle avec Fabrice pour voir ce qu'on met en plus pour vous aider à aller encore un peu plus loin. Et encore une fois, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde, vous n'hésitez pas à nous écrire directement sur le forum Superphysique, le plus vieux forum du net sur lequel nous participons, Fabrice et moi-même, chaque jour pour répondre à vos questions. Sur ce, je crois qu'on est bon et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À la semaine prochaine. Salut! Salut!